Bonsoir à tous. On prend des nouvelles cette semaine des Philippines, particulièrement éprouvées depuis 2020. Aux catastrophes naturelles récurrentes comme des typhons s'est ajoutée la pandémie de Covid-19. Le confinement le plus long du monde, il est toujours en cours, a plongé les Philippins dans une crise économique et sociale inédite. On va en parler avec le père Mathieu Daucher, directeur de la fondation Anak TNK, qui accueille des enfants des rues de Manille. Mais tout d'abord, quelques repères sur ce pays. Les Philippines sont situées en Asie du Sud-Est, morcelées en 7000 îles. Ce pays compte autour de 108 millions d'habitants. Côté religion, environ 90% des Philippins sont chrétiens, dont 84% de catholiques. Il s'agit du plus grand pays catholique d'Asie. Les musulmans sont autour de 5%, les animistes 2,3% et les autres religions 1,6%. Père Mathieu Daucher, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de venir à nouveau à KTO, ce n'est pas la première fois. Voilà, vous êtes de passage en France à l'occasion de la sortie de votre livre Thanaël et le livre de vie. Thanaël, c'est un petit garçon, un jeune adolescent qui incarne un peu tous ces visages de votre association. Exactement, c'est pas un enfant de la Fondation, mais c'est un peu tous les enfants de la Fondation, avec les réalités de la rue qu'ils ont vécues. Et ce jeune enfant de la rue va faire tout un parcours spirituel et il nous amène dans les rues de Manille pour nous accompagner sur ce parcours spirituel. Alors vous êtes donc prêtre à Manille, vous avez été ordonné, vous êtes incardiné pour le diocèse, c'était en 2004. Depuis 2011, vous dirigez la fondation Anak TNK, elle a été fondée en 1998 par un prêtre jésuite. Elle a plusieurs domaines d'action, les enfants des rues, dont ceux porteurs de handicap, les enfants des bidonvilles, les chiffonniers, mais aussi depuis plus récemment les personnes âgées de la rue. Alors vous allez nous dire bien sûr ce qu'ils deviennent en ce temps de crise du Covid et quel impact, parce qu'on n'a pas de nouvelles nous d'ici. Mais peut-être une première question, vous êtes en France depuis quelques semaines, vous êtes évidemment on le sait au service d'enfants et de nombreux enfants qui ont été abusés, la plupart sexuellement dans leur famille ou dans un environnement d'abus à Manille. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme regard sur la crise qui se vit ici dans l'Église de France et voilà, et aussi les perspectives et comment vous voyez ça, vous, de là-bas? C'est un sujet qui est d'une gravité monumentale. On le voit dans le cadre de la Fondation. Lorsqu'un enfant est abusé sexuellement, c'est une blessure qu'il va garder à vie. On ne parle pas de quelque chose que l'on peut penser, où l'enfant, d'une certaine façon, va être capable de faire disparaître ou d'oublier ses blessures. Non, c'est quelque chose qui est à vie, c'est d'une gravité monumentale. Et le scandale, en fait, n'est pas simplement un scandale, mais c'est un double scandale. Et il faut qu'on ait le courage d'ouvrir les yeux là-dessus. Il y a le scandale des victimes qui ont été abusées par la perversité et la trahison de prêtres ou de religieux. Et il y a le scandale du silence. Aujourd'hui, avec ce que j'ai vu à Lourdes, et j'espère effectivement qu'il va y avoir toutes ces suites-là, j'ai l'impression que, enfin, la victime est véritablement mise au cœur. Non pas, je porte aucun jugement, mais on voit à quel point ce qui est nécessaire pour la protection de l'enfant, c'est de lui donner ce cadre qui le protège et ces lieux de parole, on va dire, pour être capable d'en parler. Il faut protéger l'enfant. Alors il faut des lieux sûrs aussi. J'avais une question. Vous avez des garde-fous à Anak, justement, comment ça se passe? Ah oui, on a une transparence absolue depuis le début. D'abord, la première chose, c'est que, ne serait-ce que dans la structure des centres, vous ne pouvez pas vous retrouver quelque part dans un centre sans être vu à tout moment. Donc il vous est impossible, physiquement parlant, il est impossible à un éducateur, à un psychologue, à nos assistantes sociales, à moi, de me retrouver seul ou à un staff de se retrouver seul avec un enfant sans être vu à tout moment. Ce qui va permettre en fait de créer un climat de confiance. Moi aussi, j'ai 200 personnes qui travaillent avec moi, je ne suis pas à l'abri d'avoir un pervers qui veut venir travailler dans une fondation. Donc on crée un cadre qui va être transparent. Mais il faut aussi, et je pense que c'est important pour les familles, il faut aussi se dire qu'un enfant qui vit un abus, il va avoir énormément de mal à en parler. Énormément de mal. Il y a une espèce de honte qui se crée, une culpabilité terrible. Il faut créer des lieux de parole. Donc il faut que l'enfant il ait la possibilité de parler à plusieurs personnes. Un adolescent qui a été abusé ne va pas forcément facilement parler à ses propres parents. Donc est-ce que ce ne serait pas le rôle du parrain et de la marraine, par exemple, mais aussi de son enseignant ou d'un prof de sport ou d'un très bon ami.
d'un cousin, je ne sais pas, mais d'avoir des lieux de parole. Et c'est ce qu'on fait, nous on multiplie. C'est-à-dire que les enfants vont avoir l'occasion de parler au chef de centre, au psychologue, à l'assistante sociale. Il y a tout un panel de personnes qui vont donner ces lieux de parole et on a une intransigeance. J'ai énormément de cas en justice. Dès qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de question à se poser. Il y a un cas en justice immédiatement. J'ai des dossiers épais comme ça, 2 cas en justice qui sont lancés. Qui concerne des personnes qui ont pu travailler chez vous? Non, c'est des gens à l'extérieur. En général, c'est des gens qui approchent, sont vraiment des prédateurs. Vous savez, c'est une perversité qui est incroyable. Hein. Et les enfants des rues sont soumis à cette prostitution qu'on appelle on the spot, qui est très difficile à combattre, c'est-à-dire des gens qui approchent les enfants des rues, les groupes d'enfants des rues, et qui proposent, contre un peu d'argent, voilà, un échange sexuel. Donc c'est difficile, mais vous avez des actions engagées. Ouais. Alors, les Philippines, on le disait, hein, c'est le pays qui connaît aujourd'hui le plus long confinement du monde. C'est une situation qui a entraîné une hausse des abus, justement, sur les enfants des bidonvilles, comme l'explique Gisèle Bazar, qui est responsable des assistantes sociales chez ANAC TNK. Despite this crisis, despite having this lockdowns, this quarantine protocols that the government mandated, maybe inside the homes or outside, there are still abuses that's still happening nowadays, even in spite of this pandemic. We heard in the news that the cases of the violence inside the homes are rising because the families are left inside their homes and the perpetrators are there, so the possible for abuses to happen for the child inside the house is very high. Réaction Persa, c'est un des effets psychologiques aussi de ce confinement. Oui, et je pense qu'il faut qu'on réalise que, en fait, pour nous, je vais parler dans le cadre de la Fondation, mais la crise, c'est une crise sanitaire, mais c'est pas d'abord une crise sanitaire pour nous. Finalement, les enfants, on n'a eu aucun cas grave, on n'a eu aucun problème avec le Covid. Ils ont une telle résistance. Les enfants n'ont pas eu de problème. En revanche, nous, la crise, elle va être devant nous, une crise économique, une crise sociale. Et imaginez une quarantaine qui ne s'est pas interrompue depuis mars 2020. On est à 19 mois de confinement où les enfants et les personnes de plus de 65 ans, mais les enfants n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Ça paraît inimaginable. Jaïsel, elle va exactement toucher le gros problème, c'est que nous, dès que les enfants vont pouvoir ressortir, on va avoir une sorte d'hémorragie, on va voir beaucoup d'enfants dans la rue, tous ceux qui ont vécu les violences physiques, les abus sexuels en famille, parce qu'avec la promiscuité, vous imaginez dans les bidonvilles, la promiscuité avec des parents qui n'ont plus de travail, parfois des pères qui ont tendance à toucher à l'alcool ou à la drogue, mais ça crée des drames familiaux. Il faut réaliser que dans les enfants de la Fondation, actuellement, on a 430 enfants dans la Fondation qui sont vraiment 24 heures sur 24, vraiment dans les foyers. Eh bien, on en a 95% qui ont vécu des abus. Physiques ou sexuels. 95%. Je ne parle pas d'un groupe, de l'extrême majorité. Mais là, ça va être catastrophique. Donc nous, on s'attend à ça. Vous êtes inquiet ? Très inquiet de ça. Je suis retourné dans la rue juste avant de venir et je me disais, quel va être le visage de la rue dans 6 mois, lorsqu'ils vont ouvrir et que ces enfants vont entrer. C'est terrible à dire, mais ils vont pouvoir fuir le foyer familial ou fuir l'environnement de promiscuité dans les bidonvilles, fuir l'abus. Quel va être le visage de la rue dans 6 mois ? Vous savez, c'est un peu ironique, mais ma mission, mon travail, d'une certaine façon, c'est que je sois au chômage. C'est-à-dire qu'au final, il faudrait qu'il n'y ait plus d'enfants. Et c'est le contraire qui se passe. On n'est pas prêt d'arrêter, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants. Et on a vu en plus le profil d'enfants se diversifier de manière terrible. En 98, quand on a commencé, la moyenne d'âge, elle était de 13-14 ans. Aujourd'hui, elle est de 8 ans. On est obligé d'ouvrir des centres pour des enfants de moins de 6 ans. Notre plus jeune a 4 mois. Vous imaginez un petit bébé qui est récupéré dans la rue, mais... Vous voyez le drame que c'est-à-dire qu'on est en face d'enfants qui vivent le pire, on est dans une société qui se dit de plus en plus avec des technologies extraordinaires et on n'est pas capable de protéger l'enfant, même dans l'Église. Non mais, il y a un moment où, oui, il y a le temps de la lamentation, mais il faut que le temps de la lamentation vienne avec le temps de l'action. Vous êtes dans l'action permanente. Est-ce que ce confinement, finalement, n'a pas stoppé l'action ? Comment vous avez fait pour travailler ? Alors ça a été... au début du confinement, on a eu 15 jours
Ou alors, mais j'imagine que c'était pareil en France, ou alors on se demandait ce qui allait se passer, tout était arrêté. On a dû arrêter le travail de rue, mais très vite on s'est dit, c'est pas possible. Les enfants, eux, des enfants des rues, ils sont à se cacher dans les rues de Manille, on ne peut pas les laisser. Donc on a fait les certificats nécessaires pour permettre aux éducateurs et aux assistantes sociales de repartir dans la rue. Donc ça c'est possible pour on a eu cette possibilité-là, oui. Oui, on a eu cette possibilité-là en coordination avec le ministère des Affaires sociales. On travaille en coordination proche avec eux et on a pu effectivement continuer le travail de rue. Et providentiellement, d'une certaine façon, on s'apprêtait, lorsque le confinement est arrivé, on s'apprêtait à ouvrir un nouveau centre pour les jeunes filles avec handicap. On a dû arrêter ce projet pour le moment, mais on va l'ouvrir dans un mois maintenant, dès que le confinement sera levé. Mais ça nous a permis d'avoir une maison qui était disponible et qui nous a servi de centre, on va dire, de quarantaine, où les enfants qui arrivaient de la rue étaient mis en quarantaine dans ce centre-là avant de rejoindre les autres centres. Et j'ai eu des éducateurs extraordinaires qui se sont proposés de rester en confinement permanent avec les enfants qui étaient accueillis pour faire ce confinement. Et, bon. Moi, le Covid m'a permis de réaliser que j'étais entouré par 200 éducateurs, assistantes sociales, psychologues, infirmiers philippins qui sont extraordinaires et complètement dévoués à la cause. J'ai la chance d'être entouré par une équipe remarquable. Et ce confinement, justement, ces enfants confinés, même dans vos centres, qu'est-ce que ça donne? Parce que, comme tous les enfants, ils ont besoin de sortir, de se défouler. Alors, ça ne doit pas être simple. Je vous le dis sous le sceau de la confidentialité, entre guillemets, parce qu'on est à la télévision. On a un peu triché, nous. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas le droit de sortir depuis 19 mois. Vous imaginez, en termes de santé mentale pour les enfants, c'est tout simplement impossible. Nos centres, c'est une vingtaine d'enfants par centre en moyenne. En fonction des centres, une vingtaine d'enfants. Imaginez 19 mois, pendant 19 mois, une vingtaine d'enfants enfermés qui n'ont pas le droit de sortir. C'est complètement impossible. Et le deuxième aspect aussi, c'est que les écoles ont fermé. Depuis 19 mois, les enfants ne sont pas retournés à l'école. Ça fait 2 ans pour une bonne partie des voilà, enfants exactement. perdus. Ça fait 2 années scolaires. Alors, nous, on a mis l'école à l'intérieur des centres. Et du coup, on allait chercher... On a 26 centres actuellement répartis dans la ville. Et nos camionnettes allaient chercher les enfants. Au début, on les faisait un peu se cacher, pas sous la banquette, mais presque, ils ne se montent pas trop. Et ils allaient dans nos grands centres d'accueil. On a organisé l'école, où ils venaient en uniforme. On avait des enseignants qui leur donnaient les cours. Et du coup, ça a permis que les enfants ne décrochent pas et surtout socialisent. Donc finalement, on s'en tire bien. Les enfants s'en tirent bien parce qu'ils ont pu socialiser. Justement, et cette question du décrochage scolaire, alors l'UNESCO parle de taux d'abandon en primaire 8%, collège 19%, ça va être dramatique, ça aussi. J'ai même entendu un décrochage de 30%. C'est-à-dire, pas un décrochage complet, mais il marche par module, en fait, il fonctionne par module donné par les enseignants. Et l'irrégularité des modules rendus à l'école, j'ai entendu plutôt 30%, moi. La grande question, mais c'est une inconnue, de quelle manière ils vont réussir à raccrocher à nouveau les enfants à l'école après c'est un mystère. Ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout certaines périodes décisives comme l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. On voit bien que c'est capital. On récupère des enfants qui ont 14 ans qui ne savent ni lire ni écrire. Si déjà il y a ce décrochage à ce moment-là, mais les conséquences sont désastreuses. Ce serait une pauvreté accrue en fait. Ah oui, au niveau de la misère, là ça va être... Mais là on rentre sur un sujet, c'est la partie économique. Ce sont une crise économique qui arrive et qui va nous tomber dessus, qui va être monumentale aux Philippines. Alors, il y a une reprise, comme dans tous les pays qui commencent à relâcher, il y a une vraie reprise. Mais les familles se sont étranglées à essayer de survivre. Il y avait des problèmes de faim aussi oui, et ça a été notre priorité dans les bidonvilles. Alors là, sur notre programme des bidonvilles, on a éducation, santé, nutrition. Santé et nutrition, ça a été notre priorité, il fallait maintenir. On a dû arrêter nos petites écoles, nos petites sessions d'école dans nos centres, dans les bidonvilles, mais on a fait des distributions de repas. On a doublé le nombre de nos bénéficiaires en termes de nutrition dès le premier mois de confinement. Ça représente combien de personnes, ça ? Ça représente... on a actuellement, la Fondation dans les bidonvilles s'occupe de 1000 enfants dans les bidonvilles. Ça veut dire toutes les familles qui vont avec. Vous imaginez en termes de nutrition, on est à 4000, 5000 personnes parfois. On va toucher, ça ne veut pas dire qu'on distribue ce nombre de repas, mais on va toucher ce nombre de personnes, on touche les familles, oui. Et vous, est-ce que vous avez été impacté en termes de moyens ? Est-ce que vous aviez les moyens de fournir ces nouvelles populations qui se sont multipliées ? Alors, j'ai eu très très peur au début.
parce que les dons en France pour la Fondation ont chuté de 40% au début du Covid. Je pense que les gens ont eu très très peur. Puis quand les gens se sont aperçus que l'économie reprenait, la situation a été meilleure. Mais j'ai eu quand même très très peur. En revanche, aux Philippines, on a vu deux choses très très belles. La première chose, c'est qu'on a vu une multiplication des dons en nature. On a eu énormément de dons de riz. Des gens qui sont venus nous offrir des dons en nature qui se sont multipliés. Donc il y avait ce sentiment de solidarité. Et il y a eu une initiative d'une beauté. Je me suis dit, mais j'espère qu'il y a eu ça en France. Hein. C'est qu'il y a certaines familles qui ont pris l'initiative de, en faisant leur marché, elles avaient les moyens, en faisant leur marché, elles se rajoutaient un peu plus de riz, un petit peu plus de légumes, un petit peu plus de fruits. Et ensuite, devant chez elles faisaient un petit étal, et mettaient le surplus. Et ceux qui n'avaient pas les moyens venaient se servir, complètement gratuitement. Et ça s'est démultiplié. Il y a une période du Covid qui était difficile économiquement, où on voyait ces étals se multiplier dans les rues de Manille. Ah, ça, je trouve ça très très beau, cette spontanéité dans la crise, spontanéité de la solidarité, et qui est devenue contagieuse. Bon, finalement, au moment des crises, on voit le pire et on voit le meilleur. On voit le meilleur, et justement, on peut parler d'espérance. Alors, l'une des actions que mène Anak TNK, c'est d'aider des enfants à sortir de la rue. Alors, il serait entre 10 000 et 20 000 à Mali. Des éducateurs d'Anak vont à leur rencontre jour et nuit. C'est un travail d'approche qui est patient et délicat, comme nous l'explique John-Paul Mercado, qui est le coordinateur des éducateurs de rue. On en parle juste après. At first, they are afraid. Sometimes they think of us as government agencies who are just because in our country, one of our agencies here can just grab them and put them in their shelters. But in our foundation, we try to convince them and let them decide by themselves when they are ready to come to our foundation. What we promise to them is they can live here and they can have a better future if they stay here rather than staying in the streets. Little by little, we try to encourage them to stay because this is a different setup than the street. Outside, they have different vices like cigarettes, drugs. They can roam wherever they want to go to. They can have money, not much freedom. Some children just want food. Some children wants protection. Some children wants love. So every child, they have varied needs. Alors d'abord, combien sortent réellement de la rue des enfants ? Alors c'est difficile à dire parce que d'abord chaque enfant est unique, a son histoire, et il y a tout un travail de stabilisation de l'enfant qui passe par des hauts et des bas. Ils ont leur histoire, ils ont la désillusion de l'adulte dans la rue, qui fait, lorsqu'ils nous rejoignent, il faut reconstruire cette confiance. Et ça passe parfois par des départs, ils retournent dans la rue, il faut aller les rechercher. C'est comme des châteaux de cartes, vous savez, qui sont d'une fragilité, et parfois ça s'effondre, eh bien, il faut qu'on ait cette persévérance de remonter le château de cartes. Alors c'est difficile à mesurer, mais après, ce qui est extraordinaire pour moi, vous voyez, John-Paul, là, il parle beaucoup d'essayer de les remettre sur les rails. Et c'est très très beau et on va essayer de tout faire pour ça. Mais ce qui est le plus beau, c'est finalement ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire les fruits au fond des cœurs de ces enfants. On est avec des enfants qui sont profondément blessés par les abus, par la misère, parce qu'ils ont vécu dans la rue ou en famille, et on va voir des sourires revenir. On va voir nos miracles quotidiens. C'est pas des miracles extraordinaires, c'est des petits cœurs qui se remettent en marche. C'est des enfants qui réalisent qu'ils peuvent enfin aimer et être aimés et à leur tour devenir parents. J'ai énormément d'anciens, qui, même quand je suis en France, ils m'appellent, qui viennent nous visiter pour venir avec leurs enfants, nous montrer qu'ils sont pères, qu'ils sont mères, qu'ils s'occupent maintenant de leurs enfants, et ils ont un objectif, c'est que leurs enfants ne vivent pas ce qu'ils ont vécu. On a entendu Gisèle il y a 2 minutes sur votre reportage. C'est une assistante sociale qui va se marier le 8 janvier prochain avec un de nos premiers jeunes qu'on avait récupéré en 98, qui est sorti de la rue, qui avait tout vécu, qui est devenu enseignant, qui nous aide à la Fondation, parce qu'il veut aider maintenant les enfants des rues. Il est devenu enseignant dans la Fondation.
Et voilà, il a eu cet amour pour cette assistante sociale. C'est une histoire merveilleuse. Et ben, je les marie le 8 janvier prochain. Et pour moi, c'est une consolation extraordinaire. Et j'ai beaucoup de discussions avec lui. Et il veut être papa. Et ses enfants ne vivront pas ce qu'il a vécu. Mais vous savez, Gustave Thibon disait il faut consentir à la nuit pour apercevoir les étoiles. Eh bien, j'ai découvert que l'enfer est très proche du paradis, c'est certain. On est plongé en enfer, mais on a ces consolations, ces joies, ces sourires, ces miracles quotidiens. Mais c'est bien pour ça que je n'échangerai ma place pour rien au monde et que je repars dans quelques jours avec joie. C'est parce que c'est l'enfer. Ils vivent le pire. Mais en même temps, on voit le doigt de Dieu. C'est ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la guérison de ces cœurs. C'est ça l'enjeu pour ces enfants, c'est que le cœur soit guéri. Ça, quand je suis arrivé aux Philippines en 98, Superman, je me disais, allez, on va chercher les enfants, on les sort, on leur donne un avenir meilleur. J'avais l'impression qu'on allait régler le problème des enfants de la rue. Aujourd'hui, je contemple, je m'aperçois que Dieu vient guérir ces cœurs. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, notre objectif, c'est de laisser le bon Dieu panser les blessures de leur cœur. Et c'est magnifique. Et je m'émerveille tous les jours. Vous savez, vous allez dans la rue un lundi soir, vous voyez des enfants qui sont des caïds de la rue, qui survivent dans la rue, qui ont parfois un regard dur, qui sont méfiants par rapport à l'adulte. Ensuite, il rejoint la fondation et quelques jours après, vous le voyez avec un grand sourire jouer aux billes. Mais on a deux enfants différents. On est passé d'un caïd à un enfant. C'est déjà une résurrection. Vous voyez un enfant qui a été abusé en famille et qui, après quelques semaines, quelques mois, quelques années, parfois 10, 15 ans, va faire une démarche de pardon. Mais vous imaginez la leçon que cet enfant nous donne? Il nous dit qu'il est capable de pardonner. Il nous dit que son cœur est capable d'aimer et d'être aimé. Mais on prend des claques régulièrement. Mais j'ai les joues solides. Est-ce que c'est lié aussi à ce contexte religieux, premier pays catholique en Asie? Cette foi, elle est encore vivante aux Philippines. Est-ce que ça explique aussi, vous parliez de pardon, voilà, ou finalement c'est pas ça la question? Oui, je crois de plus en plus que c'est une réalité, que cette atmosphère chrétienne porte à ça. Mais je vais aller un peu plus loin en fait. Je vais vous dire, je crois profondément que la dimension spirituelle de l'enfant va permettre la résilience et va permettre finalement cette fenêtre d'espérance. C'est aux enfants de l'enfance. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais il y a un enfant qui a vécu des choses terribles. Il est arrivé à la Fondation à 9 ans, il était boursouflé, un œil au beurre noir, vous imaginez un enfant battu à ce point-là, cette violence-là. Et puis un jour, il vient me voir, il me dit j'aimerais passer un temps à la chapelle, j'ai des choses à dire à Jésus. Bon, j'ai dit très bien, on va monter à la chapelle, je monte à la chapelle, très bien. Et je m'attendais à ce qu'il déverse son cœur. Il entre, il s'assoit et il pleure. Et il pleure. Et il pleure. Pendant 5 minutes, il a pleuré. Et puis après, il s'est arrêté de pleurer. Il se lève, il vient me voir, j'étais resté derrière, et il me dit « Je pourrais revenir ?» C'est tout simple, hein. Non, on n'entend pas beaucoup ici. Mais je me dis, cet enfant, il a vécu quelque chose que je ne maîtrise pas. J'étais un témoin à l'arrière de la chapelle à regarder ça, mais quelque chose de merveilleux, c'était un cœur à cœur avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous échappe. Et c'est pour ça que peut-être la seule chose utile et intelligente que j'ai mis en place à la Fondation, ce sont les temps d'adoration. Le reste, finalement, la Providence se débrouille. Mais la seule chose intelligente, c'est ce cœur à cœur. C'est laisser, en fait, ce cœur à cœur, voilà, les enfants, les jeunes et les staffs aussi, tous les éducateurs qui nous accompagnent, ce cœur à cœur avec le Christ. Et là, il y a des miracles qui s'opèrent. Des miracles qui s'opèrent. Merci beaucoup, Père Mathieu Daucher, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le directeur d'ANAC TNK, une fondation au service des enfants des rues. Et puis pour ceux qui veulent vous soutenir, un site internet qui s'affiche sur vos écrans, www.anac-tnk.org. Repassez nous voir quand vous revenez. Avec joie. Et tout de suite, avant de nous quitter, la chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Canada le père Dominique Lerouzès, qui est prêtre du diocèse de Québec. Après l'éclatement l'été dernier des scandales liés au mauvais traitement d'enfants issus de familles autochtones dans des pensionnats qui étaient, pour une partie d'entre eux, administrés par l'Église catholique, eh bien, nous avons
eu la chance d'avoir deux bonnes nouvelles de la part des évêques catholiques du Canada. Donc, la première, c'est qu'une délégation de personnes composées d'aînés, de gardiens du savoir, de survivants des pensionnats autochtones, des jeunes des Premières Nations, Inuits et Métis, pourront rencontrer le pape François du 17 au 20 décembre au Vatican selon leur appartenance. Alors celle-ci sera accompagnée par une petite délégation, un petit groupe d'évêques canadiens. Deuxième belle nouvelle, eh bien, c'est qu'après que la Conférence des évêques du Canada a invité le pape François à accomplir un voyage apostolique au Canada dans le contexte du processus pastoral de réconciliation avec les peuples autochtones, alors la salle de presse du Saint-Siège a fait savoir mercredi, le 27 octobre dernier, que le Saint-Père a manifesté sa disponibilité à se rendre dans le pays à une date qui sera fixée prochainement. Alors pour ma part, ayant parmi mes amis des personnes d'origine autochtone, eh bien, je me sens profondément réjoui par ces deux gestes concrets qui vont aider le processus de vérité et de réconciliation entre l'Église et les peuples autochtones ici au Canada. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous dis à jeudi prochain. Très belle semaine. Au revoir.